donc temps d'enfiler nos tabliers de cuisine et de sortir même nos rouleaux à pâtisserie, nos poches à douille. Enfin, on va vous laisser faire pour le moment, Geoffrey, parce que comme tous les vendredis, c'est à vous. Il y a une citrouille devant vous aussi, enfin un potimarron, un potiron. Un potimarron. Un potimarron. C'est un potimarron. Le potimarron est un peu plus doux que le potiron et très utilisé en pâtisserie parce qu'il est beaucoup plus sucré. Donc vous aimez les potimarrons même en pâtisserie? Mais moi j'aime ce qui est petit. Voilà, donc je trouve que c'est parce qu'elle a une mignon. grosse citrouille choisie, mais vous avez pris un petit potimarron. Mais ça veut dire qu'on ne cuisine pas la citrouille en pâtisserie? Alors on cuisine vraiment plus le potimarron. D'accord. La citrouille c'est vraiment plus pour des veloutés en salé ou alors les plats de grand-mère avec le pot-au-feu. Mais vous aimez la morceaux. douceur et le sucre entre guillemets de cette petite courge toute ronde et toute petite. C'est ça, et en plus je trouve ça mignon. C'est vrai, c'est chaud. Donc en fait, concrètement, on arrive vers la période tant attendue des enfants Halloween. Bien sûr, c'est ce week-end. Et du coup, chaque pâtissier maintenant français joue le jeu de développer un produit comme pour Noël avec les bûches et comme pour d'autres fêtes comme Pâques et autres. Maintenant, tout le monde joue le jeu avec Halloween. C'est un passage obligé maintenant pour un pâtissier. Parce que les enfants, concrètement, c'est eux nos clients aussi de la gourmandise. Ils veulent des douceurs en forme de citrouille à la citrouille. C'est ça. Et plutôt que d'acheter que des bonbons en grande surface, je trouve que c'est bien de fêter ça avec ses enfants, en famille, avec des desserts que les pâtissiers vont faire artisanalement. Bien sûr, des choses de qualité à se mettre en bouche. On essaye. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à la maison? Parce que moi, des citrouilles, il y en a partout dans les supermarchés, sur les étals dans les marchés. J'aurais envie d'en faire des soupes et je vous avoue, ils en ont un petit peu marre à la maison, des veloutés et compagnie. Qu'est-ce que je peux en faire en version sucrée? Si j'achète un beau potimarron comme celui que vous avez devant vous. Alors, en version sucrée, il suffit juste déjà de prendre le potimarron et de l'éplucher, d'enlever les pépins à l'intérieur. C'est pas facile, vous faites ça genre c'est facile, mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est quoi votre truc à vous alors? C'est très dur. J'y vais avec le couteau et on y va à l'arrache un petit peu. Non, mais il n'y a pas trop. Non, il y en a qui conseillent, je ne sais plus qui nous avait. Abdel, là, oui, non, vous avez conseillé ça, de le cuire un peu à l'eau, enfin de faire blanchir en quelque sorte pour que ce soit plus simple à peler après. On peut faire ça, on peut même le mettre dans du papier d'alu au four et récupérer juste la chair. Il y a plein de méthodes. Moi, j'y vais un petit peu en mode bourrin. Donc, du coup, j'y vais avec mon couteau et en fait, je le fais pocher 25 minutes dans l'eau. Et juste en ayant enlevé la peau, c'est tout, et les je pépins. Récupère et après, je mixe la chair. Moi, vous savez ce que je fais? Je vais dans un célèbre... Je fais rien du tout. Non, voilà, je vais chez quelqu'un qui vend des surgelés, très très connus. Et je les achète, ils sont déjà tout préparés. Votre ami qui commence par un P, ça fonctionne, mais on perd un petit peu de vitamine. Ah d'accord, mais on gagne du temps. Et donc une fois qu'on l'a fait pocher, vous avez dit pocher, c'est-à-dire quoi? Dans de l'eau, et on fait ça pendant 30 pocher dans de l'eau pendant 25 minutes, en fait, c'est juste pour le ramollir un petit peu et pour pouvoir faire un espèce un velouté de potiron. Et comment je le rends sucré, ce truc-là, après? Alors comment on le rend sucré? Parce que là, j'ai une soupe, jusque-là, j'ai fait. Il y a une tarte qui est très connue aux États-Unis ou au Canada qui s'appelle la pumpkin pie. Je suis désolé, mon anglais est très mauvais. Pie. Mais les gens, pumpkin pie. Voilà, pumpkin pie. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai fait moi. C'est ce qu'on a devant nous parce que vous avez apporté des douceurs là. C'est ça. Sauf que j'ai mis ça dans un fond de tarte chocolat. J'ai fait un pumpkin pie avec c'est difficile. Il y a du potiron et dessus j'ai fait une crème à la cannelle parce que le potiron et la cannelle vont très bien ensemble. Allez-y les filles, goûtez, moi je suis partie là. C'est bon ça. Pour faire une grande tarte, vous prenez un fond de pâte brisée ou pâte sucrée que vous trouvez tout fait. C'est plus facile, ça va plus vite. Vous prenez le potiron, vous prenez 750 grammes de potiron. Vous mettez 75 grammes de sucre, vous le mélangez à 75 grammes de lait, ensuite un œuf, un petit peu de cannelle en poudre et un zeste de citron vert. On sent le citron un peu, je trouve. Et 1 à 2 cuillères de maïzena et vous mélangez le tout et vous mettez ça dans votre fond de tarte à cuire pendant 20-25 minutes. À 180 degrés. Vous aimez bien? Ah oui. C'est délicieux. C'est pas trop sucré, je trouve. On sent bien la cannelle. Ouais, mais là, parce qu'on n'est pas encore sur le potiron. Il faut aller au fond.
Si le potiron est dessous. Non, mais elle m'aurait dit on sent bien le potiron, je me serais posé des questions. C'est vrai que ça se marie très bien avec cette crème à la cannelle au-dessus. Alors ça se marie bien voilà. Et je trouve que voilà, c'est pas des desserts qu'on a l'habitude de manger. Il y a un petit goût d'orange, moi je trouve. Il n'y a pas de l'orange là-dedans. Il y a un zeste d'orange, il y a un zeste de citron parce que l'acidité va ramener quelque chose d'un peu plus gourmand et qui est un peu moins lourd à cette recette. Cécile, ça vous plaît? Ah oui, j'adore parce que c'est pas trop sucré, c'est ce que dit Julia, et je trouve qu'effectivement on sent bien tous les goûts quoi. C'est très doux. Ben, je trouve ça ludique et ce qui est fou aussi, c'est qu'on peut retrouver plein de sujets en chocolat, un peu comme à Noël et autres, chez les pâtissiers, donc des petites araignées, des sorcières en chocolat et autres, et notamment à Lyon, chez Sébastien Bouillet, il a toute une collection, hein, donc c'est un grand pâtissier de Lyon, il a toute une collection d'Halloween, et il a justement fait cette année une araignée en chocolat, un petit chapeau de sorcière en petit gâteau. Qui en plus doivent être délicieux, j'imagine. C'est ça, et je trouve ça en plus un ami, et je l'embrasse, Sébastien, si tu nous entends, Sébastien. on t'embrasse. Salut, moi aussi je t'embrasse. Et voilà, je trouve que c'est bien. La tarte, on l'a fait cuire combien de temps là? En fait, après, il n'y a pas besoin de cuire. 20-25 minutes. 25 minutes, quand même. oui, pour la pâte Voilà. autour, je veux dire, mais la crème, elle a besoin de cuire. C'est un peu comme un flan. En fait, c'est comme un flan, mais avec du potiron. D'accord, bah écoutez, c'est vraiment délicieux. Moi, je crois qu'autour de la table, les assiettes se vident. Ouais. Franchement, on n'aurait pas imaginé, mais en sucré, on aime la citrouille également. Merci beaucoup, Geoffrey, pour cette immersion dans ce monde merveilleux de la pâtisserie, même à la citrouille. Franchement, vous nous surprenez tous les vendredis, c'est incroyable. Allez, on reste encore un peu ensemble. La séquence tendance n'est pas terminée. On va tester encore de la citrouille, mais un atelier citrouille dans un instant avec Soisic Belin et puis Cécile Coumeau va nous expliquer pourquoi, non pas la citrouille, mais la réalité virtuelle fait actuellement un tabac chez les seniors. Plein de belles découvertes encore à venir sur Europe 1. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Autour de la table, nos 3 chroniqueurs du jour. On a parlé de la citrouille qu'on a cuisinée, donc tout en douceur avec le chef pâtissier Geoffrey Cagne. Et à présent, on va rester sur la citrouille, donc c'est ça. Moins de douceur, je crois, parce qu'on va la découper avec vous, Soisic Belin. On va en faire complètement autre chose, c'est ça? C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ça. Enfin, plutôt de ça. Bon, alors c'était une sorte de rébut musical, mais comme vous avez déjà annoncé le sujet de ma chronique, c'est surtout pour voir si nos auditeurs sont bien attentifs, car dans 3 jours, c'est Halloween, cette soirée de la peur où l'on se joue de et avec nos frissons, une nuit souvent associée à ce genre d'ambiance. Et au-delà du fameux un bonbon ou un sort, il y a toute la customisation qui va avec. On la retrouve dans les jardins, vous savez, ceux des banlieues à pavillonnaires chics dans les séries américaines transformés en trains fantômes. Alors même si c'est plus une tendance américaine, il y a chez nous quelques personnes qui jouent le jeu, et notamment les boutiques qui ornent leurs vitrines de décoration de plus en plus, hein, c'est vrai, on voit partout. Oui. Alors que retrouve-t-on derrière ces vitrines? Quels sont les accessoires d'Halloween? Les toiles d'araignée, les draps blancs, les dents de vampires. Et les citrouilles, évidemment. Et les citrouilles. Évidemment, alors cette courge est au centre du système, si je puis me permettre l'expression. On la retrouve dans tous ses états, en cuisine notamment. Alors pour la petite histoire, je vous parlais des séries américaines et de la tendance USA de cette fête, car il est vrai qu'aujourd'hui, elle est plus marquée sur le nouveau continent. Mais sachez que quand Halloween revient à la mode dans les années 90 en France, notamment pour des raisons commerciale, elle est décriée par certains car elle serait peu authentique. Et pourtant, cette fête à l'origine se nommait All Hallows Heaven, veillée de tous les saints, et dérivée de la fête païenne célébrée le 31 octobre, la Saint-Main, par les habitants des îles anglo-celtes. Chaque soir d'Halloween, les morts reviennent frapper aux portes des vivants. Ces derniers éclairent leur chemin avec des bougies fabriquées, creusées dans des navets qui seront aux États-Unis remplacés par des citrouilles, légumes de saison. Plus pratique à creuser et pour y mettre une bougie notamment. Franchement, on commence à flipper la soirée avec la musique et tout. C'est pas également en lien Halloween avec la légende de Jack à la lanterne? Si, justement. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Jack, un ivrogne avare qui ne put accéder ni au paradis ni aux enfers après sa mort et qui négocia avec le diable une lanterne pour éclairer son errance. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le potiron, c'est tendance.
sachez qu'il y a de nombreux ateliers de découpage de citrouilles organisés par des fermes, et je pense à celle de Galie, des ateliers complets de 45 minutes où on vous explique comment décorer et comment creuser votre citrouille. Des ateliers plus urbains. J'avoue que ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai essayé l'année dernière parce que j'ai des citrouilles dans mon potager. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile. On en a raté 2 avant de réussir à la 3e. Bon, on a mangé beaucoup de soupe, du coup. Ça a l'air facile, mais c'est plus compliqué que ça. Alors, je me suis lancée dans le do it yourself ce week-end. C'est vous qui avez découpé celle-là, là ? C'est moi. Alors, c'est un peu sommaire. Il y a encore des filaments, c'est encore un peu filandreux. Donc, vous vous êtes lancé carrément dans la sculpture ce week-end. Je me suis lancée dans la sculpture. Vous avez fait comment ? Alors, je vous explique. Elle s'ennuie vachement, la petite citrouille. C'est vrai que surtout en ce moment. Allez-y, Swazik. Prenez la petite citrouille, vous découpez ici le petit chapeau. Voilà. Donc, qui vous permet d'ouvrir le haut de la citrouille. Voilà, comme ça, avec un petit couteau en biais. Voilà, c'est ça. Hop, ensuite, la citrouille est ouverte. Et puis là, avec une cuillère, vous allez creuser, enlever tous les pépins, tous les filaments. Et puis, c'est très simple. Après, il suffit de tracer le dessin que vous voulez, la tête de la citrouille que vous souhaitez faire. La plus effrayante possible, avec des dents un peu en biais. Bon, allez-y, assez simple au départ, parce que c'est pas facile. C'est assez épais. Sympathique, je trouve. Apparemment, elle n'est pas assez effrayante, celle-ci. Non, parce que tu avais fait un sourire très effrayant. Non, c'est bon. Oui. Bon. Et puis ensuite, vous devez évidemment... Vous avez un petit peu compris le système ou Oui, vous nous ferez une vidéo pour les réseaux sociaux, pour nos auditeurs vraiment intéressés par le taillage de citrouilles. Mais voilà, allez voir sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Il y a des nombreux tutos, des exemples de citrouilles sculptées, peintes, c'est assez bluffant. Et là, vous vous en doutez, il faudra plus qu'un vulgaire couteau quand vous voulez faire des choses un petit peu plus minutieuses que cette chose-là. Il y a des kits de taillage de citrouilles, j'ai vu ça sur Internet en cherchant un peu. Et ils les vendent pas mal en ce moment. Alors, on retrouve beaucoup d'humour en ce moment, beaucoup de précision, des choses assez bluffantes, avec des reliefs un petit peu partout. Des trucs, on dirait de la dentelle carrément. Et puis surtout, la tendance cette année, c'est la citrouille gravée, mais gravée en amont, au naturel. C'est la cicatrisation de la citrouille après l'avoir du coup un petit peu éraflée, qui va former comme une croûte là où la gravure aura été effectuée, et cela permet une customisation assez naturelle. Une citrouille qui a de l'acné naturellement, c'est ça. Qui est dégoûtante naturellement. Et vous pouvez donc écrire des petites choses. Voilà, c'est marrant. Alors sinon, pour les modèles les plus récurrents, ce sont les personnages de films et dessins animés d'horreur que l'on retrouve majoritairement. Le but étant donc de mêler la face de la citrouille et la face de Mercredi Adams, par exemple. Donc sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bel Halloween et de beaux ateliers citrouilles. J'ai plutôt la cuisiner, moi, je crois quand même. J'ai un peu la trouille, mine de rien. Ah, je connais ce rire. Vous le reconnaissez ? Non. Jackson. C'est Michael Jackson, c'est Thriller. C'est diabolique. Non, mais alors, c'est à faire avec les enfants, mais surtout sous surveillance. Les couteaux, ça c'est assez dangereux. Merci beaucoup, Swazik. Merci. Je crois qu'on va devoir se lancer ce week-end dans la découpe de citrouille, Mélanie, mais ça a l'air chouette en tout cas, ce genre d'atelier. Bon, on vous a proposé du plaisir pour les enfants, mais maintenant on va aller vers une tendance pour les cheveux plus grisonnant. Alors Cécile Coumeau, je le rappelle, vous êtes notre chroniqueuse quinca et plus, et donc pour repérer les tendances qui font vibrer cette classe d'âge, vous aviez le choix entre la Fashion Week et le Salon des Seniors, et vous avez donc choisi le Salon des Seniors. C'est bizarre. Qui s'est tenu à Paris du 6 au 9 octobre. Et vous avez constaté que la réalité virtuelle, ça faisait un tabac là-bas. Racontez-nous. Oui, elle est plus réservée aux jeunes gamers. Maintenant, pour nos auditeurs qui ne sont ni gamers ni des seniors à la pointe, je vous explique un peu. Donc la réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet de plonger dans un monde artificiel grâce à une sorte de casque en fait qui se met sur les yeux. Et là, le système d'affichage en 3D donne une impression de relief. C'est totalement immersif. On a juste un petit bébé qui pleure en régie, mais c'est pas grave. Choisi qui est retourné en pleine chronique senior, c'est parfait. Mais aussi parce que le son est spatialisé, comme nous l'explique Thomas Levasseur de VR for Good, que j'ai rencontré au Salon des Seniors. Quand on vit l'expérience avec un casque Hi-Fi connecté au casque VR, on a le son qui suit son regard, exactement comme dans la réalité. Donc si l'oiseau passe devant vous, le battement d'aile va de la gauche vers la droite et vous le suivez du regard, il reste devant vous. Donc c'est un peu, vous voyez, comme le cinéma en 3D, sauf que là, si vous regardez à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, en fait, vous êtes cerné, englobé dans l'image, je dirais. Incroyable. Ok, Cécile, ça donne envie en tout cas tout ça, mais pourquoi la réalité virtuelle séduit bien au-delà des 18-20 ans ? Je dirais d'abord parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour se confronter à Dark Vador dans Star Wars. Et ensuite parce que finalement, la réalité virtuelle, ça ne sert pas qu'à faire joujou. Beaucoup de startups qui utilisent la VR, donc la réalité virtuelle, comme on dit, pour lutter contre les douleurs, l'anxiété ou même l'isolement. Bref, pour en fait aider à se détendre. Imaginez un petit peu. Ça ne détend pas du tout, ça. Alors, attendez, non, une petite erreur.
Ça, c'est Call of Duty. Donc, voilà, ça m'attend pas du tout. C'est horrible. Alors, au Salon des seniors, assis dans un hall du Parc des Expositions, on partait pour des destinations totalement improbables avec VR for Good. Alors là, vous allez partir dans l'espace avec Thomas Pesquet, vous allez aller jusque dans la station internationale. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous êtes bien là? Ouais, c'est bon. Et je suppose que vous avez testé, Cécile. Chanceuse, va, avec Thomas Pesquet, mais quelle chance. Et franchement, c'est bluffant. Alors moi, j'ai opté pour un film sur les fonds marins. En fait, je me suis sentie ultra privilégiée de pouvoir regarder voler des raimentas, assister à un festin d'un pélican qui était comme s'il était à quelques centimètres de moi, à une espèce de chorégraphie du baleine avec son petit. En fait, à certains moments, quand je regardais en dessous de moi, je voyais les fonds marins, j'avais presque une sensation de vertige, on s'y croyait vraiment, quoi. Mais je vous propose quand même d'écouter la réaction d'une femme âgée d'une soixantaine qui souffre d'anxiété. Les loups, les ours, les lynx qui a peur, on voit qu'ils... On ne pourrait jamais les approcher de cette façon. Et puis comme ils sont accessibles, ils ont l'air doux, ils s'approchent. On a vraiment l'impression d'être avec eux, d'avoir une compréhension animale. Ça, c'est une expérience vraiment impossible à vivre dans le réel, quoi. Bon, c'est sûr que cette dame, elle a l'air bien détendue, mais moi, franchement, il me suffit de regarder Dirty Dancing et j'ai le même effet. Hein. Je le regarde à peu près 17 fois. Si je veux aller bien, mais je regarde et tout va bien. Bon, alors là, c'est vrai que je sais pas si la réalité virtuelle a un pouvoir de suggestion. On peut pas retrouver Patrick Swayze comme ça en réalité virtuelle. Ah, ça doit être possible, il faut chercher. Bon, je sais pas si pour vous, le pouvoir de suggestion sera supérieur à Patrick Swayze, mais une étude a quand même prouvé que les effets de la réalité virtuelle sont 10 fois plus puissants que ceux d'un écran de télé. Donc, vous êtes plongé dans l'instant présent, un peu comme lors d'une séance de méditation en fait. Et alors, comme le cerveau ne fait pas totalement la différence entre le réel et l'imaginaire, ou plutôt que les mêmes zones du cerveau finalement sont activées si vous voyez Patrick Swayze en vrai ou si vous l'avez en 3D. Jeffrey, vous préférez les fonds marins ou Dirty Dancing, vous par exemple? Je sais pas moi. Les fonds marins. Ouais. Et du coup, comme il n'y a pas cette différence-là, les mêmes émotions positives peuvent se déclencher. Oui, d'accord, mais comment la réalité virtuelle peut avoir des effets antalgiques? Alors c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais ces 10 dernières années, il y a eu quand même plusieurs centaines d'études scientifiques sur le sujet et sur la réalité virtuelle, et des casques ont déjà fait leur entrée dans les hôpitaux, comme nous l'explique Vincent Deforge de VR for Good. Il y a l'exemple de ce qui s'appelle Snow VR, qui est un programme où vous mettez le patient dans un univers de neige, de froid. Ils ont fait l'expérience sur des grands brûlés qui, au moment où on leur met le casque, ne ressentent plus la douleur. Quand on sait ce que c'est qu'un grand brûlé, c'est... Voilà. Alors évidemment, non, mais c'est dingue. Mais c'est vrai que la réalité virtuelle, il faut se calmer, hein, ça vous guérit pas évidemment. Mais dans le cas de la douleur, ça pourrait, il y a des études qui se mènent, aider à diminuer les doses d'opioïdes, ce qui est quand même pas rien. Hein. Bon, et pour terminer, Cécile, comment on fait pour tester la réalité virtuelle? Je suis sûre qu'il y a plein de nos auditeurs qui sont très tentés là. Évidemment. Alors l'endroit tendance, c'était le Salon des seniors. Bon, c'est passé, c'est fini. Donc l'année prochaine, vous l'avez raté. Bon, il existe des lieux dans Paris et ailleurs en France qui proposent ce genre d'expérience. En moyenne, ça vous coûte à peu près 25 € pour une demi-heure de voyage. Donc voilà. Maintenant, pour que ce soit efficace... Pour danser avec Patrick Swayze, moi je serais prête à... Pas possible. Faut pas faire ça. On se remet, Mélanie. J'ai des frissons partout. Bon, alors... Maintenant, pour que ce soit efficace contre la douleur, l'anxiété et tout ça, il faut quand même que la VR soit répétée, que les doses soient répétées, instaurer une sorte de rituel quasi quotidien. Et puis il faut acheter un bon casque. Et voilà, donc là il faut acheter un bon casque et là quand même il faut compter dans les 300 à 150 € pour avoir quelque chose de qualité. Mais pour danser avec Patrick, ça n'a pas de prix. Allez, ça n'a pas de prix, on recommence. Il a dit qu'il fallait s'exposer beaucoup, donc on en profite. Merci beaucoup Cécile Comot.